Qui se peut laisser tomber un gamin de 17 ans? Il était complètement dans l'inquiétude, ça le stressait, ça le rongeait, ça le bouffait. C'est très difficile de voir son enfant partir, de se suicider, parce que son agresseur a été remis en liberté alors qu'il n'a pas fait la moitié de sa peine. Non, pour moi, un récidiviste de pédophile, ça fait perpète. Ça fait perpète, ça ne sort plus. Julien Andoul, il avait quitté cette commission d'enquête à l'époque parce que ça parlait visiblement trop de violences sur mineurs et pas assez de voile. C'est maman qui a voulu qu'on commence à faire les vidéos, c'est pas nous. Nous, on savait même pas ce que ça voulait dire. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu dans laquelle on va principalement parler de pédocriminalité. Un sujet qui est abordé dans les médias seulement par à-coups. On a eu l'affaire Betaram pendant quelques semaines et aujourd'hui, c'est redescendu. On en parle très peu. Les médias ne veulent pas traiter le sujet de la pédocriminalité systémique dans notre pays, alors qu'aujourd'hui, le Premier ministre est impliqué dans une affaire de ce type. Il a menti à plusieurs reprises concernant son implication et c'est passé crème. Il a conservé son poste. Donc aujourd'hui, il continue tranquillement à mentir en mondovision. Après tout, qui va l'en empêcher? Madame, soyons absolument clairs. Et ça sera prouvé parce qu'il y aura la commission et que j'irai devant la commission. Jamais, pas une seule fois de ma vie, de toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Jamais. Et je ne sais pas s'ils mentent. Les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Moi, je vous dis que de toute ma vie, jamais je ne suis intervenu dans aucune affaire judiciaire. Et si quelqu'un peut venir me voir en disant « vous êtes intervenu, j'y étais », à ce moment-là qu'ils viennent. C'est ce qu'ils disent. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent « quelqu'un m'a dit que quelqu'un lui a dit que ». C'est un menteur. C'est un menteur, en tout cas sa version est incompatible avec celle du juge qui était en charge de l'affaire à l'époque. Juge qui aujourd'hui est entendu par la commission d'enquête sur cette affaire Betaram. François Bayrou, qui en 1988 est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député. François Bayrou décrit, lui, cette rencontre comme une rencontre fortuite. Bien évidemment, ce n'est pas fortuit, puisqu'il est venu chez moi, à mon domicile. J'ai été surpris qu'il dise cela, d'ailleurs. Il a commencé par nier la rencontre. Ensuite, il a dit que c'était fortuit pour admettre qu'on s'était rencontrés. Ce n'était pas fortuit du tout, puisqu'il a fait la démarche de venir à mon domicile. Très bien. François Bayrou déclare également que vous auriez abordé ce sujet des violences sexuelles et des crimes du père Caricart. Je cite le Premier ministre au détour d'une phrase. Pourriez-vous revenir sur le temps qu'a pris cet échange avec François Bayrou? Quelques heures, peut-être 2 heures au moins. Alors le 12 mars 2024, François Bayrou indique au journal Le Monde « Jamais je n'ai été au courant de cette histoire, celle de Caricart. À ce moment-là, en 1998, je n'ai jamais entendu parler des accusations de viol. » Alors est-ce que cette déclaration vous paraît sincère? Alors, il faut rappeler d'abord qu'à l'époque, les médias locaux et peut-être même nationaux avaient largement diffusé la teneur des actes commis par Caricart. Donc, quand il est venu me voir, il était, à mon avis, obligatoirement informé déjà par les médias. Donc, en 1998, François Bayrou sait qu'il y a eu des violences sexuelles à Betaram. Au moment où il est venu me voir, oui. À l'heure actuelle et au vu des éléments, on n'est plus trop à se demander si Bayrou était au courant, parce que selon moi c'est avéré. On se pose plutôt la question de est-ce qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre pour étouffer l'affaire ou pas. Mais il ne faut pas s'arrêter à Bayrou ou juste à l'affaire Betaram. En fait, c'est tout un système qui est en place et qui a permis pendant des décennies à des écoles, pour le coup, de pouvoir agresser et violenter des enfants. Par exemple, en focalisant les contrôles sur les écoles musulmanes, tout en délaissant les autres écoles qui n'ont jamais été contrôlées en 50 ans. Donc il y a un 2 poids 2 mesures qui est révoltant. Nous avons dit qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle, pas de contrôle dans les établissements privés sous contrat. Or, les établissements sous contrat musulmans, eux, sont criblés de contrôles. Averroès, c'est 14 contrôles ces dernières années de tous les services de l'État possibles et une décision qui est historique. La rupture du contrat d'association. Averroès est le 2e établissement en France à avoir vu son contrat rompu depuis 1959. Il en existe 7500 des établissements privés sous contrat. Donc on ne peut pas... Si vous voulez, nous sommes partisans du contrôle. Nous sommes partisans, y compris lorsque des manquements graves sont constatés, qu'il y ait des ruptures de contrat. Mais pourquoi ces ruptures se concentrent-elles systématiquement, parce que c'est aussi le cas pour le groupe scolaire Al-Kindi dans le Rhône, sur les établissements privés sous contrat, alors que nous avons des défaillances, des violences systémiques majeures, des violences physiques, sexuelles dans d'autres types d'établissements, et là, des décisions ne sont pas prises. Eh bien, c'est la question qui se pose. Il y a le sentiment, en tout cas, d'un traitement discriminatoire et d'un État qui confessionnalise son regard
regard vis-à-vis des établissements et qui, en fonction du fait qu'ils se rattachent au réseau musulman ou à d'autres réseaux, manifestement n'a pas la même vigilance, la même rigueur. Il faut de la rigueur, de la vigilance, de l'exigence pour tous les établissements. On voit bien aujourd'hui que les politiques et les médias utilisent certains sujets pour faire diversion. Et moi je refuse de croire qu'ils sont juste incompétents. Au minimum ils ferment les yeux intentionnellement. Rappelez-vous le rapport de Caroline Yadan et Julien Audoul qui avait été présenté dans l'émission After Foot concernant les musulmans dans le sport et qui était présenté comme le problème majeur que rencontraient les fédérations sportives. Sauf que, et je pense que beaucoup de monde en a conscience, car c'est dénoncé depuis des années, un des fléaux majeurs dans le sport, c'est bien sûr le dopage, mais en premier lieu, les VSS. Donc au travers de Romain Molina, journaliste qui a l'habitude de dénoncer des scandales pédocriminels dans le sport, on a appris ceci concernant Julien Audoul. De ce rapport de Mission Flash, on a quand même à peu près 3 à 400 signalements minimum par an. Hein, et encore, c'est des signalements recensés sur la plateforme du ministère des Sports, ce qui n'est pas forcément facile, lié aux violences au VSS, dont 75% concernent des mineurs et dont 33% concernent des mineurs de moins de 15 ans. Et je tiens à rappeler, parce que là c'est quand même très important, qu'il y a tellement eu un problème, notamment sur ces abus sur mineurs, parce que je tiens à rappeler que Julien Audoul, il avait quitté cette commission d'enquête à l'époque, parce que ça parlait visiblement trop de violences sur mineurs et pas assez de voile. Alors et comme on l'avait recadré, on l'a dit, mais là c'est pas le sujet, on n'a pas dit que c'était pas important, c'est juste que là on parle pédophilie, mais non, Julien Audoul, il voulait parler de voile, ça devait être très important. Voilà, donc les signalements sont faits. C'est juste que les responsables, que ce soit l'académie, le rectorat ou les élus, ne font pas leur job. Et dans quasi toutes les affaires, genre Betaram, c'est pareil. Les responsables ont ignoré ou fait taire les signalements. C'est le cas par exemple de Riomont, dont j'avais parlé dans l'affaire du petit Émile. Il faut peut-être préciser quand même, parce que Salia parlait de violence systémique, ce qu'on entend, rappeler ce qu'on entend par violence systémique et quel type d'établissement ça concerne. Bien, prenons l'exemple dans ma région, dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, du village d'enfants de Riomont, créé en 1960, un village d'enfants qui accueillait un internat avec des élèves qui allaient à l'école primaire et au collège public à Liévin, et puis ensuite un établissement qui s'est transformé en école privée sous contrat. Et bien dans cet établissement, c'était des prêtres qui utilisaient les enfants pour construire des bâtiments la nuit sous forme de travaux forcés. Ils étaient en short, très peu vêtus. Ils travaillaient la nuit parfois jusqu'à 3h, 4h du matin avec des souffrances effroyables. À cela, ces souffrances physiques s'ajoutaient des punitions, des humiliations, un système de domination des adultes sur les enfants et des violences sexuelles en masse. Cela fait 6 ans que des journalistes travaillent sur les drames du village de Riomont qui ont commencé à être révélés dès 1980, pour lequel il y a eu le suicide d'un jeune Romain en 2001. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, malgré des juges qui sont intervenus, malgré certaines inspections de la protection de l'enfance ou de l'éducation nationale, le système de violence a perduré jusqu'à début 2025. Et ça concerne pas seulement les écoles et pas seulement les VSS. Il faut parler aussi des disparitions d'enfants chaque année. Alors oui, dans une population de 67 millions d'habitants, dont 11 millions de moins de 15 ans, c'est normal, entre guillemets, de constater chaque année qu'il y ait quelques disparus. Mais là, on parle d'enfants qui ne sont jamais retrouvés et les chiffres sont effrayants. 11 000 enfants tous les ans qui sont disparus. Qui disparaissent définitivement. Définitivement, des radars. Ouais. Donc ça fait combien de centaines de milliers d'enfants et de millions sur les 10, 20, 30, 40 ans? Où sont ces enfants? Moi, ça me rappelle les milliers d'enfants qu'on a retrouvés sur un CD-ROM qui a été entre les mains d'un journaliste français, Serge Garde, qui a fait le boulot en 2000, qui a publié un article dans l'Humanité. Et cette affaire a été classée sans suite en 2003. Et en fait, ce qu'a révélé ce journaliste, avec l'aide d'une autre journaliste, Laurence Beneux, qui a fait un autre article dans Le Figaro à l'époque aussi, et soutenu aussi par Carl Zero, à l'époque, qui a fait énormément de boulot là-dessus, c'est que ce CD-ROM que la justice française a fait semblant de récupérer au moment où l'affaire a éclaté. Donc, à l'époque, la garde des Sceaux, c'était Elisabeth Guigou, qui a fait semblant à la télé de découvrir cette affaire. Alors qu'elle avait déjà le CD. Hein. Les journalistes ont réussi à prouver qu'ils avaient déjà le CD depuis 1 an. Parce que la personne qui a envoyé le CD-ROM aux journalistes français l'avait aussi envoyé à l'Élysée, et ils ont retrouvé le fait que l'Élysée a transféré le CD au ministère de la Justice. Et l'affaire a été étouffée en 2003, classée sans suite. Il y a eu un non-lieu. Voilà dans ce pays quand il y a 8000 photos d'enfants. Et des parents ont retrouvé, reconnu leurs enfants. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est... Bon, à l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. C'était difficile de créer des fausses images. Mais si tant est que ce soit vrai, il y a quand même eu des parents qui ont retrouvé la tête de leur enfant sur ce fichier. Ils venaient à l'Humanité, qui faisait un travail de police, pour voir sur ce fichier s'ils retrouvaient leurs enfants. Et il y en a qui les ont reconnus. Ils l'ont retrouvé. Si aujourd'hui l'un d'entre nous est en possession d'un CD avec des milliers de photos d'enfants, je peux vous dire qu'il va passer un moment assez long en garde à vue.
Alors cette affaire, c'est l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. C'est avéré, renseignez-vous dessus. Parce que je sais qu'à chaque fois que je parle des enfants disparus, et ce depuis le début de la chaîne, que ce soit pour l'affaire Émile, l'affaire de la petite Loana, etc., il y a une équipe qui vient en commentaire pour dire que tout est faux, qu'il n'y a pas des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être une priorité des pouvoirs publics, bien au contraire, quand on voit la situation des foyers de l'ASE. Pourquoi je vais à la brigade Proxo et pourquoi je reste dans les couloirs de ce tribunal et pourquoi j'assiste à des audiences de ces gamins-là? Parce que la chef du parquet mineur, Agnès Rostocker, me dit, Claude, sur 100% de foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises. Il y a, je le cite, parce que j'ai passé une nuit entière à voir ce qui se passait devant le PEPS 13, qui est un foyer, c'est le pire des foyers, où vous voyez des proxénètes qui arrivent avec leur bagnole de luxe, qui attendent les gamines qui montent dans la bagnole, qui sont pomponnées, qui ont 13-14 ans, et quand je vais voir la directrice du PEPS 13... Il y a des adultes. Voilà, il y a des adultes. Le soir, il y a juste un surveillant, vous le savez, de nuit. Il y a personne, donc on laisse pas faire. d'éducateur. On laisse faire. Et donc je dis à cette directrice du foyer, j'ai dit, mais pourquoi vous ne les retenez pas? Elle me dit, on n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit. Le droit de rétention, de contention. Donc, on les laisse faire. Et elles disent, on les récupère 3 jours après. Et quand je leur dis, mais vous savez qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui, que ces gamines, elles vont rencontrer des proxos, elles reviennent 3 jours après, elles ont fait 50 passes dans des hôtels minables ou des Airbnb, c'est-à-dire c'est de l'esclavage des temps modernes. Et la directrice du foyer me dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est les prendre en charge. On va voir un gynécologue, on va voir un médecin généraliste. C'est quand même délirant qu'il n'ait pas le droit de faire quoi que ce soit. Ça veut bien dire qu'il y a une volonté claire de la part de ceux qui en ont le pouvoir de faire en sorte que cette situation continue. Et qui a intérêt à ce que les mineurs se prostituent en toute tranquillité si ce n'est des pédos? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une analyse profonde pour constater que les pédos en France, lorsqu'ils se font attraper bien évidemment, en général s'en sortent très très bien. Il faut quand même rappeler que dans notre pays a été construite une prison pour pédos qui ressemble plus à un centre de vacances qu'autre chose. Derrière cette grille, les prisonniers découvrent le centre de détention de Mozac. Des conditions d'incarcération assouplies pour des détenus majoritairement souvent considérés comme des monstres par la société. Ici, on cultive l'autonomie et la responsabilité. Pendant la journée, les détenus disposent de la clé de leur cellule. À Mozac, 85% des prisonniers sont des délinquants. De simples grillages, pas de murs d'enceinte, pas de caméra et une vue sur la campagne. Quand il fait beau, il y a certaines personnes âgées qui sont sur la pétanque, mais on a de la même manière la salle de musique où ils vont chercher la clé, ils ont accès aux instruments, ils peuvent avoir accès à la salle de peinture, ils vont au gymnase. La bibliothèque est en accès libre aussi, les salles de classe, voilà. Ils ont accès au téléphone, vous avez vu, il y a des cabines téléphoniques réparties sur l'établissement. Et ils accèdent aux cabines, voilà. Est-ce qu'on peut encore parler de centre de détention? Tout à fait, parce que la prison est toujours là. On peut quand même dire que la justice française est clémente avec ses dégénérés. Et justement, je voulais parler de l'affaire du jeune Yanis. Je parle d'une affaire, mais c'est plutôt un drame, même un scandale en fait. Qui peut laisser tomber un gamin de 17 ans? Il était complètement dans l'inquiétude, ça le stressait, ça le rongeait, ça le bouffait. C'est très difficile de voir son enfant partir, de se suicider, parce que son agresseur a été remis en liberté alors qu'il n'a pas fait la moitié de sa peine. Yanis, pour tout expliquer, avant de nous en parler, il a mis 3 ans. 3 ans de souffrance personnelle. Quand il a été condamné, il s'est dit, au moins il a pris 5 ans, c'est toujours plus que ce que moi j'ai souffert. Et au bout du compte, malgré qu'il soit multirécidiviste, en période probatoire, il a exécuté que 2 ans et 4 mois de sa peine. Et par-dessus tout ça, personne ne nous a prévenus. Qu'est-ce que ça coûte concrètement d'écrire un courrier et d'envoyer un recommandé? Comment que ça se fait que nous, on soit mis au courant seulement par des gens extérieurs? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'Yanis? Est-ce qu'il y a un périmètre, entre guillemets, de sécurité? On n'en sait rien. Est-ce que cette personne-là a des horaires de sortie? On ne sait pas. Yanis, il avait peur de sortir et de le croiser, juste même de voir son regard. Et ça, c'est dur. C'est dur pour un enfant de cet âge-là.
Toute cette affaire est une folie tant au niveau de la peine vu la gravité des faits et la récidive, mais également de l'aménagement de celle-ci. Et vous l'avez entendu, la famille n'a jamais reçu de courrier la prévenant que l'agresseur allait être remis en liberté et dans quelles conditions. Mais on a le juge d'application des peines qui dit lui qu'un courrier a bien été adressé. Jean-Claude P, célibataire, sans profession, âgé de 58 ans aujourd'hui, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur le jeune Yanis, vous l'avez dit, âgé de 12 ans donc au moment des faits, c'était en août 2019, et une condamnation en état de récidive, puisqu'il a par ailleurs été condamné le 20 mars 2014 pour des faits similaires, c'était entre 2007 et 2014. 5 ans de prison ferme, 15 ans de suivi sociaux judiciaires. Il a notamment écopé d'une interdiction d'entrer en relation avec la famille et la victime, donc le jeune Yanis. Oui, mais voilà, après 2 ans et demi de détention au mois de février dernier, eh bien Jean-Claude P est sorti de prison. Il a bénéficié donc d'un aménagement de peine. Depuis sa remise en liberté, il est placé sous bracelet électronique avec des horaires de sortie autorisés. Le parquet de Bonneville que BFM TV a pu joindre est bien dit que le juge d'application des peines a adressé un courrier au mois de février à la famille pour la tenir informée de cette remise en liberté. Oui, mais voilà, la famille dit aujourd'hui qu'elle n'a jamais reçu ce courrier. Ce n'est pas une obligation de la part du parquet de Bonneville de communiquer, mais selon eux, ce courrier a bel et bien été envoyé. Et c'est à ce moment-là, eh bien, lorsque le papa de Yanis l'a informé que son agresseur allait être remis en liberté, eh bien que Yanis s'est suicidé en laissant une lettre sur les réseaux sociaux auparavant, en expliquant eh bien qu'il ne supportait pas que son agresseur soit remis en liberté alors qu'il a été de retour à son domicile à 3 minutes. Voilà, à pied, c'est juste dans une commune voisine de chez lui. Donc on va rappeler que dans cette affaire, il n'y a pas eu d'interdiction de paraître sur le département, seulement entre guillemets une interdiction d'entrer en contact avec Yanis, mais la crainte de Yanis était de rencontrer son agresseur lorsque, par exemple, il allait se rendre en gare, prendre un train aujourd'hui, et c'est aujourd'hui la colère de ses parents. Il a pu retourner habiter à 3 minutes à pied de chez sa victime. Et l'histoire du courrier, personnellement, quand je vois la manière dont Bayrou a menti, je me dis que c'est très probable que ce juge ait lui aussi menti pour atténuer sa responsabilité vis-à-vis du fiasco qu'a été la gestion de cette affaire. Alors je suis le premier à pointer du doigt, et à juste raison, les propos de Barbara Lefebvre en général, mais quand elle dit quelque chose de sensé à mon sens, il faut le souligner, et je partage son avis concernant cette affaire. Et portez votre attention sur la fin de son intervention, où Emmanuel de Villiers lui pose une question très chelou. Je suis très, je veux même pas entendre libéré pour bonne conduite. Je n'arrive pas, ça rentre pas dans mon cerveau. Ce personnage, ce criminel, parce que c'est un criminel, hein. Oui, il a été condamné. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2007 et en 2014. Et donc, qu'est-ce qu'on prend quand on est un récidiviste pédophile? On prend 5 ans ferme et on n'en fait que 2 parce qu'on s'est bien comporté. Non, pour moi, un récidiviste de pédophile, ça fait perpète. Ça fait perpète. Ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Et si jamais, au bout de 10-15 ans, on le sortait du fond de sa geôle, où il devrait rester à croupir, non seulement il n'habite pas dans la même ville, mais il n'habite même pas dans le même département, voire dans la même région que ses victimes. On aurait dû lui interdire, je ne parle même pas de la ville ni du département, on aurait dû lui interdire de vivre dans la région de sa victime. Donc j'espère que les parents vont porter plainte contre l'État, parce que ce qui s'est passé là, évidemment, la justice ne rendra jamais compte de ce qui s'est passé. Le juge des détentions et des libertés nous expliquera qu'il était bien sûr un détenu modèle. Oui, c'est exactement ce qui est dit. C'est pour bonne conduite, bon comportement. Mais bien sûr, et c'est un citoyen modèle. Il est récidiviste, pédophile, récidiviste. Eh bien, déjà, cet individu, j'aimerais bien que les personnes qui habitent autour de cet individu soient informées qu'il y a un criminel sexuel à côté de chez eux. Parce que ça aussi, les gens ne le savent pas. Les autres voisins chez qui il viendra peut-être demain faire un barbecue ne sont pas au courant que ce monsieur est un pédophile récidiviste. Alors, moi, quand j'entends 5 ans ferme... Surtout qu'on ne sait même pas s'il y avait eu obligation de soins ou pas. Déjà, je vois 5 ans ferme. Déjà, 5 ans ferme, les parents, ils devaient en être malades déjà, 5 ans ferme. Oui, parce que c'est 2023. Et on est à même pas mi-2025. Quelle a été la nature de l'agression Une agression sexuelle, moi je me pose même pas de question. Il a été condamné, agression sexuelle sur un mineur. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Ça m'intéresse pas de savoir ce que c'est exactement. Agression sexuelle sur mineur, tu fais 20 ans minimum. Quelle a été la nature de l'agression? Le mec a juste été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineur. Donc c'est quoi cette question? Pour précision, Emmanuel de Villiers, c'est le frère de Philippe de Villiers,
celui qui donne des leçons de morale sur CNews. Et il faut savoir que ses neveux, donc les enfants de Philippe, sont dans une bataille judiciaire sordide depuis plus de 20 ans, car l'un accuse son frère aîné de l'avoir VIOL lorsqu'il avait 10 ans. Le feuilleton judiciaire qui oppose les deux fils de Philippe de Villiers. Laurent de Villiers accuse son frère aîné Guillaume de viol lorsqu'il avait une dizaine d'années. La Cour d'appel de Lyon a décidé de ne pas renvoyer Guillaume de Villiers devant une cour d'assises et c'est une décision qui fait débat, Corinne. On pourrait penser que c'est parce que l'accusation est fragile. C'est très souvent la parole de l'un contre celle de l'autre. Pourtant, il y a autre chose dans le dossier de Villiers, notamment des écrits de Guillaume de Villiers à son frère Laurent. Dans un mail reproduit intégralement dans l'arrêt de la cour d'appel, il dit à son frère « Ce que tu as subi par moi est grave ». Guillaume reconnaît des fautes, des faits ignobles, des violences et blessures. Une telle pièce n'est pas courante dans ce genre d'affaires. Les magistrats lyonnais ne l'écartent d'ailleurs pas totalement. Ils émettent l'hypothèse d'attouchement sexuel entre les deux frères qui expliquerait les termes très forts employés par Guillaume. Mais note-t-il, les écrits, SMS et messages vocaux enregistrés de Guillaume de Villiers ne mentionnent jamais un acte de viol. Pas de preuve de viol, donc pas de procès possible, puisque ce qui relève de l'agression sexuelle est prescrit. Un joli tour de passe-passe qui permet ainsi aux magistrats de clore le dossier, en reconnaissant que Laurent de Villiers a sans doute été victime d'abus sexuels, tout en évitant le retentissement d'un procès aux assises. Dernière précision, Philippe, donc le père, a soutenu son fils aîné publiquement, disant que les accusations contre lui étaient fausses. C'est peut-être pour ça que Emmanuel de Villiers demande des précisions concernant l'affaire du jeune Yanis. Bref, et on va terminer avec les enfants influenceurs qui sont poussés par leurs parents, qui en ont parfaitement le droit. Mais les risques sont énormes. J'ai commencé sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement parce que du coup, comme j'avais eu des jumelles et qu'il y avait pas mal d'interactions dans la rue, j'ai commencé à faire des petites vidéos, à faire des petites stories. C'est maman qui a voulu qu'on commence à faire les vidéos, c'est pas nous. Nous, on savait même pas ce que ça voulait dire. Nous, on donne tout notre cœur pour qu'on aille des followers, mais en fait, ça marche pas. On espère qu'on aura beaucoup de followers dans pas longtemps. Pour rendre heureuse ma maman, parce que c'est son rêve qu'elle ait beaucoup de followers. Leur papa est archi réticent. Me laisse, entre guillemets, pour l'instant faire ça, mais il n'est pas du tout pour. Même mon frère, que ce soit mon frère, ma belle-sœur, ils sont tous protège tes enfants, les montre pas, c'est que ça. Mais je leur dis, mais ouais, c'est mes enfants, je fais ce que je veux, tant que, en tout cas, leur papa l'autorise, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Pour moi, c'est du plaisir, j'y prends du plaisir, elle aussi. Parmi les parents actifs sur les réseaux, près de la moitié posteraient des images de leurs enfants en bas âge, parfois dès leur naissance. Un phénomène qui suscite l'inquiétude et la mobilisation des associations de protection de l'enfance. Il y a une tendance qu'on appelle le sharenting, ça vient de to share et parenting, donc c'est en fait exposer de manière assez régulière des photos de sa famille, de son quotidien sur les réseaux sociaux et donc de ses enfants. Mais ce qu'on ne sait pas dans les risques en fait qui existent par rapport à ces pratiques, c'est que ces photos elles peuvent être récupérées par des pédocriminels et on estime que sur les réseaux pédocriminels au niveau mondial, environ 50% des photos qui s'échangent sont autoproduites. C'est-à-dire qu'elles peuvent être postées par les jeunes, leurs parents ou leur entourage. Et ces photos, ça peut être des photos très anodines de la vie de tous les jours, mais il y a des contenus dont ils sont particulièrement friands. Ça peut être les photos de gymnastique, des photos en maillot de bain à la plage, en tenue un petit peu moins couvrante. Donc effectivement, il y a des clichés qui sont un peu plus affectionnés que d'autres. Pourtant, n'importe quelle image finalement, dans l'imaginaire et dans la fantasmatique de ces personnes, peut devenir objet de fantasme. Aujourd'hui, malheureusement, les pédocriminels ont accès à tous ces contenus impliquant des enfants en accès libre. Il faut quand même avoir conscience que les pédos sont très actifs et organisés pour atteindre leur but, surtout sur Internet. Par exemple, ils profitent de jeux en ligne très appréciés par les enfants, comme Valorant ou Roblox, pour s'approcher des gosses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Vérifiez bien que vous êtes abonné, parce que certains se sont plaints d'être désabonnés par YouTube automatiquement. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.